La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick vous parle de gestion des organismes communautaires. Nous sommes au Centre de prévention suicide Arthabasca Érable. Bonne émission! Marc-Antoine Brault, bonjour. Bonjour Suzanne. Merci de nous recevoir au Centre de prévention suicide Arthabasca Érable. Enchanté, avec grand plaisir. Tu es le directeur général du centre. Oui. Peux-tu nous expliquer brièvement un centre de prévention suicide? Concrètement, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on y retrouve comme service? Donc, un centre de prévention suicide, ça a pour objectif, en fait, d'intervenir auprès des gens qui pourraient avoir des idées suicidaires. Donc, que ce soit de l'intervention directe auprès d'eux, téléphonique, en personne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça fait aussi de la prévention, beaucoup de sensibilisation dans les milieux, que ce soit les écoles, les milieux de travail. Ça fait de la formation aussi. On forme les professionnels, on forme les communautés. On fait également du suivi pour nos endeuillés par suicide. On a des groupes également. Donc, un petit peu un touche-à-tout en lien avec toute la vaste problématique du suicide. Donc, vous ne vous occupez pas seulement des personnes qui pourraient avoir des pensées suicidaires ou traverser un mauvais moment. Vous ratissez vraiment beaucoup plus large dans votre clientèle, s'étend aussi aux familles, à l'entourage, puis au milieu où ces problématiques-là pourraient survenir de façon préventive. Exactement. Que ce soit auprès des proches ou lorsqu'il y a un suicide dans le milieu, effectivement. Cette clientèle-là, on est basé à Victoriaville, mais vous rayonnez de façon très large dans le territoire. Peux-tu nous expliquer un peu, c'est quoi le territoire du centre? Oui, en fait, c'est toute la MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Donc, on couvre plusieurs municipalités jusqu'à Lister, Warwick, ainsi de suite. Donc, on n'est pas loin de 100 000 habitants quand même dans les deux MRC. Et pour couvrir tout ce monde-là et tout ce territoire-là, tu dois avoir une équipe de 49 personnes avec toi, ou t'aimerais bien, mais... Si seulement. Non, en fait, on est 6 dans l'équipe, 5 à temps complet, 1 à temps partiel. Et ces intervenants-là, est-ce que c'est tous des intervenants de terrain et toi qui fais un peu, je présume, plus l'aspect gestion de cette bibite-là? Ces intervenants-là, ce sont pas, comme certains pourraient penser, des bénévoles qui viennent donner du temps pour s'impliquer socialement. Donc, c'est vraiment des gens qui ont un parcours professionnel qui les amène là. Effectivement. Par le passé, on avait beaucoup de bénévoles paraprofessionnels. La santé mentale se complexifiant aussi, tous nos intervenants sont des intervenants psychosociaux professionnels, effectivement. Donc, ça implique qu'ils ont quoi comme formation? Généralement, on va parler d'une formation soit collégiale, soit universitaire même. Quand on a ce genre de service-là, vous êtes une entreprise, mais votre but, c'est pas de faire du profit comme un magasin qui vend du pain, mais ça reste que c'est quand même beaucoup de gestion. Il faut la faire rouler, cette boîte-là. On a une clientèle, on a des services à offrir. Ça prend des sous pour faire fonctionner tout ça. Vous, les sous ici, proviennent d'où? Parce que je présume que les gens qui viennent chercher des services, c'est des services qui sont offerts. Donc, ce financement-là, il vient d'où? Effectivement, tous nos services sont gratuits. Il y a une bonne partie de nos fonds qui provient, en fait, notre bailleur de fonds qui est le CIUS, la Mauricie du Centre du Québec, avec le programme de subvention aux organismes communautaires. Malheureusement, ça couvre pas l'intégralité de nos dépenses. Quand on pense au coût de loyer, au coût de main-d'œuvre, au coût également technologique, ligne téléphonique 24/7, on n'a pas le choix. Notre survie dépend beaucoup de la générosité de notre population, de nos donateurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de campagnes de financement, pour laquelle il y a plusieurs personnes dans la communauté aussi qui organisent des événements pour amasser des fonds pour nous, parce que sans la communauté, malheureusement, on n'existe pas. Puis, ces événements-là ou ces activités-là pour amasser des fonds, tu l'as mentionné, il y en a certaines qui sont organisées par le centre. Il y en a d'autres qui sont des initiatives spontanées de gens qui ont cette cause-là à cœur. Mais je présume que tout ça, ça fait aussi que quand on est 5 ou 6 personnes dans l'équipe,
le temps qu'on met à aller chercher ces sous-là, on les met pas à s'occuper des gens de qui on veut s'occuper. Effectivement. C'est le grand enjeu du mode de fonctionnement d'un organisme communautaire. Ma mission, à la base, c'est la santé mentale, la santé psychologique des gens. Mais pour la réaliser, j'ai besoin d'aller chercher d'autres fonds. Donc, on doit se doter de plusieurs chapeaux. Je suis un agent philanthropique, un organisateur d'événements, un comptable, un directeur. Donc, c'est sûr que on perd, entre guillemets, une portion de notre productivité en lien avec les services pour aller ratisser des fonds pour survivre. Fait que toi, tes enjeux de productivité, c'est pas tant si j'achète une nouvelle machine, je vais produire plus de vis à vendre à la quincaillerie, mais tu as quand même des enjeux de productivité parce que tes ressources sont tellement limitées avec tellement beaucoup de besoins qu'à chaque fois que tu dois avoir $1 à dépenser, ça doit être stressant de dire est-ce que je dois prendre ça là pour le mettre là ou est-ce que ça serait plus stratégique de le mettre ailleurs? Mm-hmm. Effectivement, parce que si j'avais des ventes, des revenus fixes, et ainsi de suite, je peux faire des projections. Mm-hmm. Tandis que là, actuellement, j'ai des frais récurrents, qui sont des ressources humaines, qui sont des coûts de loyer, mais j'ai un financement qui est non récurrent. Mm-hmm. Généralement aussi, de la manière que ça fonctionne, c'est nos services sont les plus sollicités dans les moments où la population est moins à même de donner. Mm-hmm. Contexte de pandémie, on a eu une augmentation des demandes, mais on s'entend que les contribuables qui ont été impactés par des pertes d'emploi ou autres, moins d'argent, donc moins de philanthropie. Ouais. Donc, c'est des contextes où nos dépenses augmentent quand l'opportunité de donner diminue. Ça fait... c'est du Tetris, on va dire ça absolument. Comme ça. Puis probablement que le fait aussi de dépendre de grosses machines gouvernementales pour avoir vos budgets, ça doit pas tourner sur un dixaine quand il faut changer quelque chose. Donc, est-ce que c'est difficile pour les organismes comme le vôtre de devoir s'ajuster à des besoins changeants? Puis on le sait aussi avec le contexte social, pas juste des 2 dernières années, mais de la dernière décennie et plus. Tout ce qui est santé mentale prend beaucoup plus de place, ça se complexifie, tu l'as dit. Je présume que les enveloppes ne se multiplient pas et ne s'ajustent pas d'une semaine à l'autre en fonction de ce qui arrive ou pas dans notre territoire, là. Non, effectivement. Les enveloppes gouvernementales, comme tu l'as dit, c'est une grosse machine. Ils ont des montants qui sont prédéterminés, mais qui peuvent pas suivre. On peut pas suivre l'inflation. On est, premièrement, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On sait qu'on va être là-dedans jusqu'en 2030 quelques, qu'on n'a même pas atteint le pic, mais on n'a pas les moyens de subsister à l'augmentation des dépenses. Vois-tu, admettons, notre financement, pour fonctionner de manière optimale, il faudrait qu'il soit 2 à 3 fois supérieur à ce qu'on a actuellement. Donc, ça devient très, très, très difficile aussi stratégiquement de prévoir des nouveaux services. Si je lance un nouveau service demain matin, mais que je le coupe dans 2 mois parce que j'ai pas l'argent qui rentre, c'est pas gagnant. Non. Puis ça nuit à votre crédibilité aussi, puis au fait que les gens veuillent faire appel à vous ou non. Fait que beaucoup d'enjeux. Oui, effectivement. C'est quoi le truc quand on est un gestionnaire d'un organisme comme ça? Beaucoup de créativité? De la créativité, je dirais savoir bien s'entourer. Un organisme communautaire, souvent, on est à équipe plus réduite. On n'a pas le choix d'avoir des gens qui sont polyvalents. On n'a pas le choix d'avoir des gens aussi qui font preuve d'un leadership, d'initiative. Et je pense aussi que c'est également comme gestionnaire, de décentraliser le pouvoir aussi. Je ne peux pas, moi, être le meilleur dans le marketing. Je ne peux pas être le meilleur dans la prévention, l'intervention. Toutes les facettes qui exigent, je ne veux pas, la direction d'un organisme communautaire. Donc, c'est de bien s'entourer et d'utiliser l'intelligence collective, en fait. L'erreur serait de vouloir tout faire, tout garder ça sur les épaules. On n'y arrive pas. Donc, on s'entoure, on utilise l'équipe, puis on utilise l'intelligence collective. Peux-tu me donner un exemple? Comment ça se passe, quelqu'un qui veut faire appel à vos services? C'est quoi le processus? Je présume qu'il ne fait pas juste se pointer à la porte puis dire « toc, 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 est-ce que je peux rencontrer quelqu'un? » Non, effectivement, la porte d'accès, si on veut, c'est vraiment par nos lignes téléphoniques. Donc, que ce soit le numéro pour la région d'Arthabasca, le 751-2205, ou le numéro pour la région de l'Érable, 362-8581, les gens y appellent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un intervenant qui va répondre. Par la suite, on va adapter la prestation de service en fonction des besoins de la personne, que ce soit par un suivi, des rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous en présentiel. On a également beaucoup de partenariats dans la région, que ce soit avec les GMF, les groupes médecine familiale,
ou avec l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Par exemple, chaque personne qui rentre à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca avec des idées suicidaires ou qui fait une tentative de suicide se fait proposer un suivi à la sortie avec notre organisme. Donc, c'est jamais imposé ou obligatoire, mais au moins, ils ont déjà l'outil dans la main en sortant de l'hôpital. Donc, c'est plus facile, je présume, d'avoir accès à eux que d'attendre qu'ils retournent chez eux et d'eux-mêmes fassent la démarche pour rentrer en contact avec vous. Effectivement, ça fait une continuité des soins, si on veut. Donc, les gens rentrent à l'hôpital, mais lorsqu'ils quittent, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Il y a un suivi qui se fait avec nous. Et comme tu l'as dit, Suzanne, c'est difficile quand même pour une personne de demander de l'aide. Hein? Souvent, on va minimiser l'effort que ça prend, mais là, en créant un premier contact, on facilite les échanges ultérieurs. Marc-Antoine, on a souvent l'impression que quand les gens ont des sous à investir dans des causes, il y a des causes qui sont plus faciles à vendre que d'autres. Hein? Des enfants malades, tout le monde fait « Ah, non, moi, je veux aider les enfants malades et je vais être heureux d'avoir mon nom sur un petit collant dans un restaurant qui dit qu'il donne des sous aux enfants malades. » Est-ce que, dans votre cas, comme c'est une cause de santé mentale, que c'est une cause qui a quand même beaucoup de tabous, les gens souvent ont un peu peur de... Moi, je veux pas que les gens pensent qu'il y a ça dans mon environnement. Est-ce que ça rend la tâche encore plus difficile d'aller chercher les gens pour qu'ils s'impliquent dans la cause ou pour qu'ils donnent à la cause? Je te dirais oui et non. Oui, parfois, comme tu le dis, il y a des tabous, mais majoritairement, malheureusement, le suicide touche tout le monde. Dans notre vie, on va soit perdre un proche, soit connaître quelqu'un qui a perdu un proche. Et ça, malheureusement, ça sensibilise énormément. Donc, les gens qui ont vécu ça veulent redonner pour faire en sorte que ça arrive le moins possible dans notre communauté, ce qui est notre mission, réduire le taux de suicide sur notre territoire. Donc, même si, comme tel, c'est pas la cause la plus, et je m'excuse du terme, mais c'est pas la cause la plus sexy, mais les gens sont capables de passer par-dessus ça et veulent quand même s'impliquer, quitte à le faire, je présume. Peut-être il y a des façons de le faire aussi sans que notre visage soit sur le journal qui dit qu'on a donné. Il y a peut-être façon de le faire aussi. Effectivement, ils peuvent donner anonymement, mais oui, ça vient beaucoup chercher les gens, ils vont s'identifier à la cause. Donc, Est-ce que les gens le font plus facilement maintenant qu'il y a 10, 15 ou 20 ans? J'aurais tendance à dire que oui. Effectivement, on entend plus parler de prévention. Les tabous, même s'ils sont encore présents, parfois, on va au-delà de ces tabous-là. On entend parler beaucoup de santé mentale, notamment dans un contexte comme actuellement. On dit de prendre soin de soi. Donc, oui, les gens sont plus à même de donner qu'auparavant. Marc-Antoine, on arrête une petite seconde. On a des choses très intéressantes à se dire et on continue tout de suite après. Parfait. Annuellement, c'est près de 4000 demandes d'aide que le Centre de prévention suicide Arthabasca-Érable reçoit. D'ailleurs, en 2021, le Centre s'est vu décerner le prix de l'Ordre victorien, une reconnaissance prestigieuse décernée par la Ville de Victoriaville à une personne ou une organisation qui a un impact positif sur la vie des citoyens et qui rayonne sur toute la région. Marc-Antoine, comment on décide de devenir directeur général d'un organisme communautaire? Je présume qu'on ne se lève pas un matin à 3 ans et demi en disant « quand je serai grand, je travaillerai au Centre de prévention suicide ». Non, effectivement, je dirais que ça ressemble beaucoup aux autres types d'entreprises, en fait, en grimpant les échelons. Donc, on travaille dans un organisme qui nous tient à cœur, on s'identifie à la mission et de fil en aiguille, on améliore nos connaissances de la cause, ainsi de suite. On va chercher de la scolarité qui est en lien avec ça. Et de fil en aiguille, on développe les compétences qui sont en lien avec ça. Puis au moment où, comme tu le dis souvent, on est intervenant sur le terrain, puis là, on pense à l'étape d'aller dans le bureau, dans la paperasse, donc de s'éloigner un peu de la clientèle comme telle. Est-ce que c'est un deuil ou quelque chose qui nous manque quand on est dans le bureau, ou si au contraire, c'est parce que c'est une pratique qui peut prendre beaucoup d'énergie puis que ça devient... ça fait du bien d'aller un peu en retrait. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, Suzanne, pour être honnête. C'est de quitter ce qui nous tient le plus à cœur. Hein? C'est l'intervention pour ma part auprès des usagers. On voit les choses d'un point de vue un petit peu plus macro. Hein? Plutôt que de faire la différence avec un usager à la fois, je suis plus dans comment je peux faire pour déterminer des offres de services qui peuvent bénéficier à l'ensemble de la population. Comment je peux faire rayonner la cause. Comment je peux, justement, coordonner le tout
pour servir le mieux la population d'Arthabasca-Érable. Une journée de directeur général d'organisme communautaire, ça ressemble à quoi? Ouf! J'aimerais le savoir. Si tu as la réponse, dis-la moi, c'est jamais pareil. Écoute, on a des enjeux de ressources humaines, parfois où on a des employés qui, comme partout, s'absentent. Faut réorienter, notre prestation de service. Il y a des enjeux de philanthropie, de gestion. Il y a beaucoup de rencontres et de comités également. On est une grosse région, Trois-Rivières, Mauricie, centre du Québec. On est tous dans la même région socio-sanitaire, donc les CIUS, les ci, les ça. C'est du touche-à-tout. C'est du touche-à-tout beaucoup. Faut être polyvalent. Faut être polyvalent. Tu as parlé de ressources humaines aussi. Le type de travail que ton équipe fait, c'est très exigeant, je présume, au niveau de leur propre santé mentale, au niveau de l'énergie. Ils doivent se sentir aussi une responsabilité quand on parle avec des gens qui peuvent être sur le point de poser des gestes graves. Comment on fait pour prendre soin de nos employés dans un contexte comme ça? La première des choses, premièrement, de bien les outiller. Hein? C'est pas bien outillé son intervenant, c'est un peu comme l'envoyer dans la fosse au lion. Il va se faire dévorer tout cru. Donc, il faut leur apprendre à prendre soin de soi, à communiquer. Hein, vraiment, on a un coordonnateur clinique qui supervise, qui va faire des rencontres justement pour orienter, briefer, débriefer nos intervenants qui vivent des émotions fortes, on ne se le cachera pas. Il y a aussi le fait qu'avec l'expérience, l'intervenant développe certaines habiletés et au final, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec la vie. Hein? Même si on est un centre de prévention suicide, on travaille avec la portion de la personne qui veut vivre. Donc, quand on développe ce côté-là, bien, ça devient un travail qui est très enrichissant aussi. Donc, c'est de déjà être capable d'aller montrer, enseigner à notre personnel à, je dirais, prendre son travail du bon côté, d'avoir le bon angle pour conserver cette énergie-là puis cette drive-là. Bien les intégrer, bien les orienter. C'est un travail qui est assez niché. Hein? Il n'y a pas personne qui sort de l'école puis qui est prêt à travailler dans la prévention du suicide. Donc, c'est beaucoup d'encadrement. C'est aussi d'être présent pour eux. Hein? Si on est enfermé dans notre bureau puis qu'on est dans la paperasse et tout ça, ben on n'est pas présent pour notre équipe. Donc, c'est vraiment d'être présent et d'être à l'écoute. Est-ce que vous le vivez dans votre équipe, des moments où c'est vos employés qui ont besoin d'aide parce que ce qu'ils vivent est très, très, très intense? Je présume que le type de travail qu'ils font appelle à plus de débordement que quelqu'un dont le travail est de coller des étiquettes sur des pots de cornichons. Bien, c'est certain que ça va arriver. Des moments où on vient de vivre une situation qui était difficile, les choses ne se sont pas passées comme prévu nécessairement. Donc, on en a, mais on est là pour bien les encadrer. On a des ressources aussi pour bien les encadrer. Tu sais, pour moi, organisationnellement, c'est important d'avoir des programmes d'aide aux employés. C'est important de leur offrir un petit peu un papier bulle autour d'eux pour les protéger d'un travail qui peut être drainant. On ne se le cachera pas. Tu parlais de ressources, puis on l'a dit tantôt. Déjà, quand on est sur un budget serré dans un organisme comme le vôtre, chaque dépense est analysée en fonction de « est-ce que je peux l'enlever là pour le mettre ici? » On a souvent l'impression que les organismes communautaires, c'est on va là quand on a une âme de missionnaire parce qu'il n'y a pas de budget, la peinture décolle de sur les murs, puis ça sent l'humidité quand on rentre là. Visiblement, c'est pas le cas ici. Comment on prend ces décisions-là? Comment on décide de mettre un cadre sur le mur, quitte à devoir recouper un petit peu ailleurs? C'est quoi l'ordre de priorité? Puis est-ce que vous faites lancer des tomates quand vous faites autre chose que de juste répondre au téléphone de gens qui vivent des situations difficiles? Je te dirais que c'est une balance décisionnelle, coût-bénéfice. Et là-dedans, le bénéfice, ben, c'est la santé mentale de nos employés. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, un environnement de travail qui est stimulant, qui est accueillant, ça a énormément d'avantages. Hein? Nos employés s'absentent moins, sont plus investis dans leurs tâches, ça diminue la rotation des employés, le roulement, ça diminue tous les coûts qui sont en lien avec remplacer un employé. Donc, on les garde longtemps, on essaie de garder l'expertise aussi. Donc, c'est de faire la part des choses. Il faut prendre soin de nous pour que nos employés puissent prendre soin des autres. Puis je présume que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça devient d'autant plus important qu'on veut les garder. On n'a pas le choix. Hein? Au-delà de la rémunération, ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est des conditions de travail, c'est une expérience au travail. Les gens veulent s'identifier à des valeurs d'entreprise, des valeurs organisationnelles.
Donc, ça se répercute pas juste par nos services, qu'est-ce qu'on fait, mais comment on le fait, pourquoi on le fait. Tu as mentionné aussi l'importance de la communication, de notre mission, de notre cause. Comment on fait le marketing de nos services? Bon, il y a beaucoup de références qui viennent des organismes autour, mais déjà de se faire dire « entre en contact avec tel organisme », si j'ai déjà entendu parler de l'organisme, si j'ai déjà un certain jugement, ça m'aide à poursuivre la démarche. Donc, je présume que vous devez aussi travailler à votre image, à vous faire connaître auprès de la population. Comment on fait ça? On a plusieurs partenaires. On peut pas faire ça tout seul. Je peux pas me mettre en homme sandwich sur le bord de la rue. Je toucherais pas grand monde. Ça serait un peu bizarre aussi. Aussi, un petit peu, on se le cachera pas. On travaille beaucoup avec les municipalités qui nous offrent, par exemple, de publier nos numéros dans les journaux municipaux. On passe à la radio. On fait des événements aussi. Tu sais, nos campagnes de levée de fonds ne servent pas juste à ça. Quand on fait une activité promotionnelle, c'est surtout pour mettre nos services, mettre la mission de l'avant. On le fait aussi par des ambassadeurs. Je veux pas, on a des sentinelles en prévention du suicide qui sont des gens de la population qui sont sensibilisés, qui dépistent, si on veut, les idées suicidaires chez les gens, donc qui contribuent à propager des agents multiplicateurs. Marc-Antoine, dans longtemps aussi, tout ce qui était associé au suicide, aux organismes d'aide aux usagers qui pouvaient avoir des pensées suicidaires, on les voyait pas, c'était caché. Ici, c'est écrit sur la porte. Oui. Centre de prévention suicide. Qu'est-ce qui fait que maintenant ça l'est, puis avant ça ne l'était pas? Bien, je te dirais tout simplement, on voulait refléter ce changement de mentalité-là. C'est assez récent, c'est depuis juin qu'on est visible, qu'on est affiché. C'était important pour moi, à titre de directeur en poste, de refléter que, bien, on les enlève, ces tabous-là. Hein? Parce que se cacher, pas s'identifier, tout ça, c'est de refléter qu'il y a des tabous. Donc, il faut s'afficher. Les gens passent à côté de nous, vont au restaurant, et ainsi de suite, font « Hey, il est là, le centre de prévention suicide, c'est beaucoup plus concret. Avant, ils nous appelaient et nous demandaient « Ben, j'appelle à Victoriaville, mais c'est-tu vraiment Victoriaville qui répond? Ben oui, on est là, on est dans la communauté. Puis, est-ce que tu as l'impression que pour les usagers, ça crée un enjeu de confidentialité ou si c'est bien reçu puis qu'eux sont à l'aise aussi là, de... J'ai pas l'impression que ça crée des enjeux, Suzanne. On n'a pas eu de commentaires négatifs quand on a sondé notre clientèle non plus. Je te dirais au même principe, quand je vais à l'hôpital, quand je vais au CLSC, bien, je m'en vais chercher des services. De toute façon, on a toutes sortes de clientèles. On a des professionnels, on fait des formations, donc on n'est pas capable nécessairement d'étiqueter est-ce que c'est une personne suicidaire, est-ce que c'est un professionnel. N'importe qui peut passer la porte pour un paquet de raisons. C'est pas parce que quelqu'un vit ici que nécessairement c'est quelqu'un qui vit une situation difficile. Ça peut être un paquet d'autres raisons. Marc-Antoine, on s'arrête pour une autre capsule, puis on revient tout de suite. Saviez-vous que la région des Bois-Francs est considérée comme le berceau du développement communautaire? Eh oui, c'est ici qu'on a eu la première corporation de développement communautaire en 1984. Aujourd'hui, cette corporation compte plus de 70 organismes qui travaillent dans 17 secteurs d'activité. On a la chance d'être bien desservis. Marc-Antoine, on l'a vu, il y a eu beaucoup de changements, d'évolutions dans tout ce qui touche à la santé mentale, aux organismes communautaires dans les dernières années, les dernières décennies même. Toi, tu t'attends à quoi comme changement pour l'avenir rapproché pour un organisme comme le Centre de prévention suicide? Selon moi, Suzanne, on va avoir une augmentation de nos services. On le voit actuellement, on va vivre les contre-coups de tout ce qui est pandémie et autres. Il y a des délais qui sont en lien avec l'accessibilité aux soins psychologiques. Donc, je m'attends à ce que notre organisme se développe. On n'aura pas le choix de se développer pour répondre à la demande. Donc, que ce soit en faisant encore plus de formation professionnelle, en offrant des nouveaux services de proximité, suivre les gens davantage dans leur milieu de vie même. Donc, je m'attends à ce que on soit encore plus présent. C'est ce que je souhaite, du moins. Hein? Plus on est présent, plus on fait de promotion puis de prévention. Puis parlant de souhait, si je te donne une lampe magique avec un génie, puis que le génie te dit « Marc-Antoine, tu peux faire des souhaits pour ton organisme », ça serait quoi que tu aimerais voir se concrétiser pour aider à la fois la cause du suicide, mais aussi l'ensemble des organismes communautaires? Vas-y, baguette magique. Baguette magique, bien écoute, l'ensemble des organismes communautaires, premièrement, j'aimerais qu'on traite sociétalement la santé mentale comme on traiterait la santé physique. Hein?
On se casse une jambe, on n'attend pas 3 mois avant d'aller à l'hôpital, on y va tout de suite. Mm-hmm. Si je parle de ma cause à moi, ben, qu'il y ait encore plus d'agents multiplicateurs. Je te parlais de Sentinelle tantôt, ben, justement, que les gens en parlent, qu'il y ait de la prévention dans les milieux de travail, qu'il y ait de la prévention dans les écoles. Qu'on ait également encore plus de proximité avec les autres partenaires, le réseau public, et ainsi de suite, qu'on puisse offrir les services que la population a besoin, en fait. Et plus de sous, des gouvernements, des donateurs! Effectivement. Ça reste le nerf de la guerre, comme pour n'importe quelle entreprise. Ah! Si on n'a pas de budget, on est pas mal plus limité. Effectivement, avoir l'argent, ben qui sait, on aura un hébergement de crise, on aurait toutes sortes de services. Peut-être un jour. On manque pas d'idées, en tout cas. On manque pas d'idées. Vous avez beaucoup de défis à gérer dans une entreprise comme le vôtre. Vous relevez ces défis avec brio. Et je crois que ce sera maintenant à mon tour de relever un défi. Je pense que tu m'as préparé quelque chose de bien spécial. On va voir. À suivre tout de suite. Marc-Antoine, je me sens un peu comme dans un jeu questionnaire des années 70. Est-ce que je vais gagner un lave-vaisselle? Hey, écoute, si seulement. Non, davantage que ça, Suzanne. Aujourd'hui, on va jouer à Brisons les tabous! Hey, comment ça marche? Écoute, premièrement, choisis ton arme. Oh! Ben là, c'est sûr que je veux un sabre de Jedi. Oh, donc tu vas être la Jedi de la santé mentale. OK. Je vais te poser des questions auxquelles tu devras me dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. OK. Si tu as la bonne réponse, je t'encourage à frapper. Fais voler les tabous en éclats. Suzanne. D'accord. Parfait. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Parfait. La force est avec moi. Les maladies mentales, c'est pas des vraies maladies. Vrai ou faux? Ben, faux. Frappe! Oh! Les maladies mentales te toucheront jamais, Suzanne. On le sait pas. On le sait pas. Frappe! Faux! Ah! Oh! Moi, je Oh! casse tout! Vas-y. Parler du suicide donne envie aux gens de s'enlever la vie. Faux en général, mais... Frappe! Ah, Suzanne, c'est frappe! c'est faux! Les gens se rétablissent pas d'une maladie mentale. Ah, ça, c'est super faux! On peut Frappe! regarder! Les personnes qui ont des maladies mentales, ils peuvent pas travailler. Ben là, ça, c'est super faux! Ah! Oups! Les tabous ont volé en éclats! Ah! Les enfants peuvent pas être atteints de maladie mentale, c'est juste un problème d'adulte. Je présume que c'est plus rare, mais que c'est faux! Frappe! Ah! Wouh! Hey, le tabou vole en éclats! Juste à Victoriaville, là, juste dans Arthabasca, on est plus de 70 organismes communautaires qui travaillent à faire voler ces tabous-là en éclats. Ben, on est heureux d'y avoir contribué aujourd'hui. Merci Marc-Antoine de nous avoir reçus. Et nous, on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick.